En ce début du XIVe siècle, le chevalier en armes, chevalier d'un écu ou chevalier banneret, est encore la principale figure de la société féodale. Revêtu du blanc aubert, du haubert de maille, il est coiffé du aume fermé, conçu pour faire dévier les coups de lance et d'épée. Il tient la lance, son arme principale. L'écu, attaché au cou par une courroie, protège son flanc gauche. Les mailles d'acier du haubert sont montées une à une. À son côté gauche pend l'épée. Il porte les éperons car il combat à cheval en ordre serré, comme à Bouvines en 1214. Des symboles héraldiques fixés sur le aume ornent le cimier. Ils sont également reproduits sur la cotte d'armes, l'écu et la bannière. Le aume fermé, apparu vers la fin du XIIe siècle, est omniprésent entre 1200 et 1350. Il est utilisé uniquement par les cavaliers, cependant il n'offre pas une très bonne vision. Par la suite, on développera donc des aumes à visière. Le chapelle de fer assure une bonne vision et une protection des épaules contre les coups portés de haut en bas. Il est porté par les piétons du XIIe au XVe siècle. Le bassinet, apparu au cours du XIVe siècle, est porté par les hommes d'armes sous le grand aume et par les piétons. Les vervelles sont des pièces d'acier rivetées autour du rebord et sont destinées à poser éventuellement un col de maille attenant. La salade a une forme bien adaptée à la tête. Elle se généralise au cours du XVe siècle, sans visière, à vue coupée, parfois à visière relevable pour les hommes d'armes montés. Elle est parfois associée à une pièce d'acier fixée autour de la gorge, la bavière, qui protège des coups portés au bas du visage. La barbute, venue d'Italie où elle est connue dès le XIVe siècle, se généralise chez les piétons et les cavaliers légèrement armés du milieu du XVe siècle. Les joues sont mieux protégées par ce harnois de tête qui est proche de la salade sans visière. L'armée de joute est une pièce d'armement qui dérive du grand aume. Il apparaît vers le début du XVe siècle. Muni d'une grille, il donne une bonne visibilité et une aération confortable du visage. Sa vue est largement ouverte. Cependant, la protection, en cas de coup de pointe porté directement, n'est pas absolue. Aussi n'est-il utilisé que pour les joutes courtoises, avec des épées non tranchantes. C'est cette armée, accompagnée du cimier et des pièces de tissu nommées lambrequins, qui est représentée sur les écussons héraldiques, souvent reproduits sur les armoriaux, les pierres sculptées et monuments. L'arbalète, arme connue en Orient dans l'Antiquité, réapparaît lors des croisades. Son usage à la guerre a été interdit par plusieurs bulles pontificales à la fin du XIIIe siècle. Elle est souvent l'arme des corps de troupes levés par les villes. Au XIVe siècle, les armées françaises font appel à des corps de mercenaires génois que l'on retrouvera face aux arcs anglais à l'Écluse en 1340 et Crécy en 1346. Les pièces principales de l'arbalète sont l'arc, l'arbrier, la noix, la corde, la moufle. L'arc peut être réalisé en bois, en corne contrecollée ou en acier à partir du XVe siècle. Le projectile est nommé trait ou carreau. La cadence de tir est moins rapide, mais le pouvoir de perforation est plus puissant que celui d'un arc normalement servi.
l'arme demande peu d'entraînement pour arriver à une précision correcte. L'arbalétrier est équipé comme un archer ou un homme de pied. À sa ceinture pendent l'épée, la dague à rondelle ou perce-maille et la trousse qui contient les carreaux ou traits. L'arbalète est utilisée souvent comme arme de tir pour la défense des remparts et places fortes. Mais le XIVe siècle voit apparaître un personnage qui va faire changer le cours des guerres, c'est l'archer. Ou plutôt les corps d'archers, qui décident du sort des batailles, à condition qu'ils soient employés en grand nombre, sinon ils ne valent rien, comme le constatera le chroniqueur Philippe de Comines à la fin du XVe siècle. L'archer est muni du grand arc de guerre, de long arc, l'arc anglais. Sa cadence de tir, 6 à 10 flèches à la minute, peut même atteindre 12 ou plus, selon l'habileté du servant. Le long arc de guerre a montré sa terrible efficacité dans les grandes batailles rangées de la guerre de Cent Ans. L'Écluse, Crécy, Poitiers, Azincourt. À Azincourt, le 25 octobre 1415, 5000 archers anglais pourront décocher plus de 150 000 flèches pendant les 3 ou 4 minutes que dure la charge de la cavalerie française, clouant celle-ci sur place, brisant son élan et créant une panique totale dans les rangs des hommes d'armes. Percevant l'intérêt tactique de cette arme, les ducs de Bourgogne et plus tard les rois de France levèrent des corps d'archers. L'archer décoche des flèches ou saillettes ferrées. La plus meurtrière est le perce-maille baudequin. Équipé de l'arc de 21 points de long, il est armé d'une épée et protégé par une chemise de maille et par une salade. Il a revêtu un paletot aux couleurs, aux chiffres ou à la devise du suzerain. La perfection en matière d'équipement et de protection de l'homme d'armes est atteinte vers le milieu du XVe siècle. C'est alors que la chevalerie finissante brille des feux les plus éclatants. Les romans d'Antoine de La Salle, les manuscrits à miniatures nous en conservent la mémoire. L'armure, arme défensive et protectrice, est aussi un symbole de statut social. Les artisans réputés forgent et forment les meilleures pièces. Les pages ou serviteurs aident l'homme d'armes à endosser l'armure de plate. Contrairement à une idée reçue, cette carapace est très mobile, plus légère qu'on ne le croit. Les plus belles armures faites à Milan ou en Allemagne pèsent moins de 25 kilos. Les protections de jambes sont fixées, on sangle les genouillères, puis les cuisseaux. Le plastron est posé, il est renforcé par une pensière, le dossard, la braconnière, les tassettes. Les bras sont mis, puis les spalières, qui renforcent la protection des épaules, et enfin le harnois de tête, ici une barbute, qui peut être parfois ornée de plumes ou d'une bannerole, marque distinctive aux couleurs d'une compagnie, d'un souverain. L'emploi généralisé des armes à feu et de l'artillerie viendra sonner le glas de la chevalerie et de l'utilité de l'armure. Ce que nous appelons le Moyen-Âge est en train de finir. Un Allemand découvre les caractères mobiles d'imprimerie dans un atelier de Mayence. Quelques années plus tard, un marin de Gênes part à la rencontre de l'inconnu du nouveau continent.